Bonjour Mathias Meyer, bonjour Jean Meyer. Nous vous recevons afin de discuter, je veux dire, bien sûr, du dernier film de Mathias, Louis Riel, Où le ciel touche la terre. Votre cinéma, monsieur Mathias Meyer, c'est une histoire de famille. Hein, dans un certain sens. Parce que moi, je me rappelle avoir vu un court-métrage, Le Pasajeros, où là, votre père était votre personnage principal. Dans Los Últimos Cristianos, je veux dire, vous aviez utilisé le savoir de votre père. Et dans le cas de Louis Riel, bien sûr, il y a le film que vous nous proposez, mais, M. Jean Meyer, vous avez consacré une bonne partie de votre vie à Louis Riel en publiant un livre qui est associé à Louis Riel, Louis Riel, prophète du Nouveau Monde, Gallimard. Qui était le premier à s'intéresser à Louis Riel? Oui, ça nous intrigue beaucoup. Louis Riel, on sait qui il est, mais c'est pas un nom si courant que ça, tout de même. Écoutez, c'est une histoire d'amour, puisque je suis venu en 1970 à Montréal, justement pour travailler sur Louis Riel. Je n'avais vaguement, très peu, entendu parler au cours de mes études à Paris. J'avais été obligé de lire, pour mes camarades qui ne lisaient pas bien l'anglais, l'histoire de l'Empire britannique de la Cambridge University, et il y avait un chapitre consacré au Canada au XIXe siècle et Louis Riel. Et ça m'était resté dans la tête, surtout l'épisode final de la bataille de Batoche avec les Métis, les Indiens, et puis en face une armée moderne, les mitrailleuses, les canons, etc. Et puis, pour des raisons trop longues à expliquer, j'avais été obligé de quitter le Mexique, où j'avais passé 5 ans, et j'étais à Paris, un peu exilé, et j'avais été accueilli généreusement par le CNRS, et je devais présenter un projet de recherche. Et à ce moment-là, je savais que je ne pourrais pas revenir au Mexique. Après, j'ai pu revenir. Et donc, Louis Riel. Et j'ai passé l'été 70 ici, et j'ai d'ailleurs eu la chance extraordinaire de connaître Gaston Miron, et c'est lui qui m'a dit « Mais si Louis Riel », bon, il a commencé à me guider. Et puis j'ai travaillé dans les archives, à l'archevêché, j'ai trouvé les manuscrits de Louis Riel, de sa main, et à Ottawa, les archives, j'ai acheté les microfilms de tout ce qu'il y avait sur Louis Riel, le procès. Et puis après, j'ai pu retourner au Mexique et le projet a été un peu congelé, mais je n'ai jamais oublié Louis Riel, et périodiquement, je revenais à Louis Riel. Et puis, Mathias est venu vivre au Mexique. Au Canada, pardon. Il a quitté le Mexique, et à ce moment-là, il me disait... Pour mon travail, j'ai besoin d'inspiration. Je suis un peu ennuyé parce que je ne connais pas, je n'ai pas encore les racines au Canada. Mon terreau est au Mexique. Je lui ai dit, mais écoute, tu viens de faire un très beau film sur les Cristeros, Los Últimos Cristeros, un épisode historique du Mexique. Au Canada, il y a un personnage extraordinaire qui est Louis Riel. Alors, je lui ai passé mes documents de l'époque, et puis moi, je me suis dit, quand même, s'il veut que je sois le conseiller historique, il faut que je finisse ce travail. Et donc, je me suis remis sérieusement dans les archives. J'ai lu tout ce que j'ai pu lire. Il y avait, entre-temps, quand j'avais commencé à 70, il n'y avait presque rien sur Louis Riel. Et puis, dans les années 80, très curieusement, les historiens anglophones du Canada se sont intéressés à Louis Riel. Par un curieux paradoxe, c'était plus les francophones du Canada, c'était plus les Québécois qui s'intéressaient à Louis Riel, c'était les anglophones. Un phénomène un peu comparable à celui des Anglais et Napoléon. Les Anglais sont aujourd'hui les plus grands
spécialiste de Napoléon. Et donc, on est même allé sur le terrain, on est allé à Saskatoon, on est allé à Prince Albert, on est allé à Batoche avec Mathias. Et puis, je me suis mis à écrire. Et pendant ce temps, Mathias, lui, il a écrit 3, 4, 5 scénarios. Et chaque fois, comme historien, je disais oui, ou non, ou pas. C'était vraiment des détails. Voilà. Et donc, grâce à Mathias, grâce au Québec où Mathias s'est installé, j'ai finalement, 50 ans après le début de ma rencontre avec Louis Riel, j'ai publié ce livre. Il y a une version espagnole qui s'appelle El Profeta del Nuevo Mundo, Louis Riel, et Gallimard, de façon très généreuse, et je pense qu'il a raison, a dit non, on met Louis Riel en titre. Sous-titre, Le Prophète du Nouveau Monde. Et j'ai eu la chance que notre ami de famille, Jean-Marie Leclésio, le prix Nobel de littérature, s'est passionné pour le personnage en me lisant, et il a écrit une préface. Et je signale pour les Québécois que Jean-Marie Leclésio était un grand ami de Régent du Charme, de la vallée des Avalées. Oui. Non, voilà. Donc, vous voyez, le cercle est bouclé. Les amis, la famille, Louis Riel. Il a un décor mexicain important aussi dans sa vie. Oui, le Mexique a été très important pour lui. Il vient d'ailleurs de nous envoyer un très joli petit livre qui va être publié en bilingue chez Gallimard en français et au Mexique. Le titre provisoire, c'est 3 entrées au Mexique. Il écrit sur une femme extraordinaire du XVIIe siècle, Sor Juana, Sor Inés de la Cruz. Ensuite, Juan Rulfo, le grand écrivain mexicain. Et un 3e essai sur un personnage, un historien, qui a beaucoup compté pour Jean-Marie Leclésio, qui s'appelle Luis González, Don Luis. Voilà. Effectivement, vous êtes conseiller historique, mais ce qui est intéressant dans le cas de votre film, Mathias, Louis Riel ou Le ciel touche la terre, c'est que vous vous référez également à Thomas Flanagan. Parce que, comme mentionné l'emprisonnement de Louis Riel à la période la mieux documentée de sa vie, car les autorités pénitentiaires gardaient tout, même ses vieux papiers, et parce que sa renommée a amené les autres à valoriser tout ce qui portait son nom, nous pouvons être sûrs que nous possédons presque tout ce qui a été écrit au cours de ces derniers mois. Et en fait, c'est le début de votre film parce que vous le suivez dans ces derniers mois de sa vie. C'est important pour vous d'avoir un peu cette véracité historique et de vous appuyer sur les propos de Louis Riel à travers, finalement, M. Flanagan? Oui, un peu l'angle que j'ai décidé de prendre parce que j'ai senti que c'était le moins connu d'un personnage déjà pas très bien connu, était son côté prophétique. Ouais. Et ça me semblait passionnant de faire un portrait sur un homme qui était aussi prophète. Et donc j'ai décidé que fait un prophète finalement, il parle. Non. Alors c'est un film beaucoup sur la parole de Louis Riel. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser ses textes à lui. Voilà. Et il y avait aussi tout le contexte qui moi m'intéressait beaucoup. Le moment historique, la voie ferrée, l'extermination des bisons, le génocide des peuples autochtones. Alors pour moi tout ça se reflétait aussi beaucoup dans mes préoccupations aujourd'hui écologiques, on pourrait dire. Je sentais que, et c'est peut-être pas le moment exact, mais je sentais que l'arrivée du chemin de fer, d'une certaine façon, accélérait la destruction de la planète. La destruction avait commencé peut-être avant, mais ça a donné une vraie vitesse. Alors j'ai un peu fait un peu de recherche là-dessus. J'ai trouvé même un poème de Rimbaud, je pense, qui parlait du chemin de fer. Le film Dead Man de Jim Jarmusch était une grosse aussi influence, parce qu'il y a aussi un personnage métis, Nobody, parce qu'il n'est pas blanc, il est pas autochtone, personne, il se reconnaît pas.
voilà, donc aussi toute l'imagerie des bisons est incroyable et épouvantable aussi. Tous les ossements. Et dans Deadman, comment ils commencent à tirer, les Blancs commencent à tirer depuis le train, ils tirent un peu comme de façon sportive vers les bisons. Mais tu te rends compte que tout ça, ce que ça faisait, c'était détruire le mode de vie des autochtones. Il y a un moment dans le film où vous précisez, et c'est en relation avec la richesse des documents d'archives britanniques, vous dites que c'est un compte-rendu quotidien de sa pensée. Parce qu'effectivement, le film se passe beaucoup dans la tête de Louis Riel. Oui. C'est un obsessif. Il y a son côté mystique aussi qui prend beaucoup de place dans l'attente de la mort, parce que le film est aussi ça. Le rythme même du film est tout à fait justifié parce que c'est un homme qui attend la mort. Et le fait qu'on la repousse à 2 ou 3 reprises, ça rend encore la présence de la mort plus lourde, parce que si on dit vous allez mourir en février et finalement on dit non, c'est plutôt mars, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour le condamné. Non. C'était vraiment une torture. Je pense que c'était 4 ou 5 fois que je pense que le gouvernement canadien voulait être sûr de faire ça en bonne forme, parce qu'il y avait quand même beaucoup de manifestations un peu partout, surtout au Québec, je pense, pour le gracier. Et il voulait se convaincre qu'il n'était pas fou. Voilà, donc il y a même une scène que j'ai dû enlever du montage, où il y avait 2 docteurs qui venaient lui rendre visite. Mais ils étaient déguisés. Ils arrivaient puis ils disaient on est très curieux de vous connaître, monsieur Riel, et c'était pour analyser, parler un peu avec lui, voir s'il était fou ou il n'était pas fou, parce que si on condamnait un fou, par contre l'Église ne se déguise pas. Quand l'Église le visite, c'est même solennel. Oui, l'Église veut qu'il signe un papier. C'est une confession de tous ses péchés dans pour qu'il renonce. Abjuration, c'est pire. Oui. C'est un peu comme l'histoire de Jeanne d'Arc aussi. Jeanne d'Arc. Oui. Il veut qu'il signe un papier qui dit non, je ne suis pas le prophète du Nouveau Monde. Et pour lui, ça, c'est terrible. Là, vous nous annoncez plein de pistes quand on a vu le film. Mais vous parlez de Jeanne d'Arc. Lorsqu'on voit votre film, ça on ne l'a pas mentionné, parce que d'une part, vous êtes l'acteur principal, vous êtes à la réalisation, vous êtes à la scénarisation, vous êtes au montage, vous avez plusieurs chapeaux dans le film. Le film est tourné en noir et blanc, et le premier plan, si on peut le mentionner, c'est les mains de Louis Riel. On voit Bresson. Oui. C'est presque un hommage à Bresson. C'est important pour vous, je veux dire, de rendre un peu un hommage à ce que moi je considère comme un très grand cinéaste. Écoutez, dernièrement, je réfléchissais, je me disais quel est le plus grand cinéaste pour moi, et là, ça c'était il y a une semaine, je me disais, je pense que c'est Bresson. Je pense que c'est le plus grand cinéaste, à mon avis. C'est le fait d'avoir choisi le noir et blanc dont la pertinence est évidente. Mais moi aussi, j'ai tout de suite pensé à un cinéma très classique. À Bresson, mais même encore davantage à Dreyer. Peut-être à cause du personnage qui va renaître jusqu'à un certain point, comme les personnages de Dreyer renaissent volontiers. Mais à cause de l'esthétique, de l'éclairage, c'est un film fait avec des moyens limités, sûrement, mais quand je voyais le film, il y avait un côté esthétique 16 mm dans le film qui n'était pas du tout péjoratif dans ma bouche, au contraire, je trouvais que ça servait très très bien le personnage au moment de sa vie où on essaie de s'approcher de lui. Oui, écoutez, il y a le poème que Louis Riel écrit pour son geôlier Robert Gordon, où il parle de la neige et de la blancheur de la neige, et comment quand elle tombe dans le sol, elle est très pure, mais après elle commence à se souiller. Et il dit comment est-ce que nous, êtres humains, on pourrait garder notre blancheur, notre pureté pendant toute notre existence.
donc il y a le côté blanc qui était tellement important pour Riel, par exemple. Pour son dernier souper, il demande 3 œufs et un verre de lait. Et il enlève le jaune de l'intérieur de l'œuf. Oui, ça c'est... Alors pour moi, ça faisait complètement sens. Juste instinctivement, depuis le début, je pensais au noir et blanc. Vous parlez de Dreyer, c'est un peu imbécile de dire Bresson est le meilleur, parce que Dreyer est aussi le meilleur. Donc souvent, mes enfants disent « Ah, toi, tu préfères quel joueur, Mbappé ou Messi ?» Et je dis « Mais ils sont tous excellents. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours être dans cette logique de choisir quel est le meilleur dans cette espèce de compétition ?» Mais écoutez, les influences, c'est clair, de Dreyer et de Bresson, mais peut-être Dreyer un peu plus. Donc c'est un scénario que j'ai beaucoup retravaillé. Parce que ça date, hein. Il y a une bourse en 2013 que je voyais. Oui. Écoutez, ça a commencé, le film avant commençait dans la bataille de Batoche. Ok, puis Louis Riel se rendait, puis finalement il y avait le procès, et à la fin il y avait tout le processus du couloir de la mort. Et peu à peu, par des raisons économiques, j'ai dû rétrécir le film. Mais finalement, je pense que c'est bien aussi, parce que j'ai dû aller vraiment à l'essence du personnage. Mais un autre hommage à Bresson dans le film, c'est le titre. Parce qu'il y a deux titres. Louis Riel ou Le ciel touche la terre. Et donc, je pensais au film Un condamné à mort s'est évadé, ou Le vent va où il veut. Je pensais les deux titres. Et les 3 films que j'ai vus de Bresson pour m'inspirer, c'était justement celui-là. Évidemment, le procès de Jeanne d'Arc, puis Le journal d'un curé de campagne, pour tout ce qui est l'écriture, le personnage mystique aussi, qui réfléchit à sa foi, à sa mission. Il y a cet héritage de rigueur, en guillemets, au besoin, mais ce qui est beau aussi, c'est qu'il y a des épisodes lyriques qui traversent ça. Je veux dire, la baignade, la première baignade, on est en plein lyrisme, là. Je veux dire, le rapport à la nature, le retour à la nature pour cet homme qui vit enfermé et qui enfin peut se dénuder puis se jeter dans une rivière. Le passage avec son fils aussi, qui devient film de famille, joyeux. Il y a plus la présence de la mort vient de disparaître de sa vie. Puis l'épisode sous la pluie aussi, mais c'est toujours le rapport à la nature qui est complètement défendu quand on est en cellule, mais quand il le retrouve, ça a une puissance formidable. Et ça, c'est très bien rendu. Oui, écoutez, la nature a toujours été très importante pour moi et dans mon cinéma aussi. Et puis je pense que ça donne aussi le côté métis de Louis Riel aussi, parce qu'il est très imbibé de la religion catholique, mais il y a aussi dans ses textes des moments où il fait allusion à la beauté de la nature, etc. Donc je pense que ça parle aussi de ce côté-là de la nature comme notre déesse. Parce que, bien sûr, on connaît plus ou moins bien Louis Riel, mais on l'a souvent associé à ce personnage un peu mystique, un prophète, mais un prophète, je mets ça en guillemets fou, hein. Il y avait un danger, je veux dire, de vous attarder uniquement à cette dimension, et en ajoutant la nature, pour moi, je veux dire, vous vous éloignez, je veux dire, de tous les travers possibles, je veux dire, de ce mysticisme trop engagé, et en donnant, je veux dire, en valorisant, dans tout le côté un peu chaman, je dirais, là, mais dans une perspective encore très positive, hein, je veux dire, des métis. Oui, mais justement, j'ai beaucoup réfléchi sur la question de la folie de Louis Riel, et vous avez raison de prononcer le mot chaman. Je suis maintenant persuadé, sans preuve, scientifique, mais il y a un contemporain de Louis Riel qui est Sitting Bull. Ils se sont peut-être rencontrés d'ailleurs. Bon, Sitting Bull termine comme prophète, et il est d'ailleurs assassiné à cause de ça, parce que les Américains ont très peur, justement, du mouvement de Ghost Dance, qui est pacifique, absolument pacifique, mais qui est lancé par Sitting Bull. Et je suis persuadé
que Louis Riel n'était pas fou, et que Louis Riel, en fait, de par ses origines autochtones, est un chaman, est un prophète. Et le rêve, les voix qui parlent, tout ça, sans qu'il ait besoin de consommer du peyote ou du hashish ou des champignons, c'est le frère de Sitting Bull. Et d'ailleurs, j'ai une très belle photo de Sitting Bull qui porte un grand crucifix. Et un des prêtres missionnaires oblats qui était en contact avec Louis Riel, c'est lui qui avait donné le crucifix à Sitting Bull. Donc, je sais très bien que dans la mythologie, et quand je dis mythologie, c'est au sens positif du terme, dans la mythologie du Québec, Louis Riel est un précurseur ou un père de la nationalité québécoise. Mais il ne faut pas oublier que Louis Riel est le père de la nation métisse. Et que Louis Riel, on a perdu le dernier livre qu'il a écrit, le titre est un titre en langue indienne. Et je ne sais pas du tout ce qu'était ce livre, mais nous savons que Louis Riel parlait au moins 2 langues indiennes, en plus du français, de l'anglais et du latin qu'il dominait très bien. Ça, vous avez réussi à le transposer dans votre film, parce qu'il y a quelques scènes où on imagine Louis Riel rêver ou penser, et en utilisant les hors-focus et ainsi de suite. Donc, c'est important pour vous de rappeler un petit peu cette dimension onirique du personnage, là. Oui, c'est la scène où c'est comme une espèce de fantôme d'esprit qui rentre à travers les barreaux, qui vient le visiter, qui vient lui parler. Puis il y a une apparition d'un bison aussi. Moi, je voulais une plus grande présence du bison dans le film. Mais finalement, elle est très, très subtile. Comme la présence du chemin de fer aussi, qui est surtout qui est sonore. En sonore, oui. Parce qu'un des points forts de tout ça, c'est le jour où Louis Riel a été pendu, c'était le jour aussi où il mettait le dernier clou du chemin de fer. Du transcontinental. Oui. Et voilà, donc toute cette guerre était un peu inventée aussi pour... Dès qu'on gratte dans l'histoire du Canada, on tombe toujours sur le chemin de fer. C'est ça. Donc oui, il y avait ce côté où on a laissé la caméra un peu... Vous avez mentionné un moment qu'on n'était sûrement pas une grosse production. En fait, on était 4 personnes. Oui, j'allais vous poser des questions sur le terrain du travail, parce que comme vous étiez de part et d'autre de la caméra, et comment ça se passait avec François Herkel, par exemple, qui était derrière la caméra, dans des espaces restreints? Oui, écoutez, François a accepté, donc le photographe, le directeur photo, François a accepté de travailler tout seul. Il n'y avait même pas de personne pour faire le focus. Voilà. Puis on avait quelqu'un, Simon Roberge, qui faisait la prise de son. Et le personnage qui joue Robert Gordon était un espèce d'assistant qui faisait le clap, qui allait chercher les sandwichs, etc. Et moi qui étais réalisateur, producteur et acteur. François vient d'une famille qui trempe dans l'audiovisuel depuis toujours. Donc il a une facilité incroyable, et il a aussi été enfant acteur. Alors lui, moi c'était la première fois comme acteur. Moi en école de cinéma on fait parfois des petits exercices, etc. Mais quelque chose de sérieux, pas vraiment. Et donc lui, de temps en temps, il me glissait un petit commentaire par rapport à la façon dont j'ai dit un mot, ou par rapport à une phrase qui sonnait un peu faux, etc. Donc c'était juste ça le feedback que j'avais par rapport à mon propre jeu. Mais moi, comme en tant qu'acteur et comme première expérience, je connaissais Riel si bien. Ça faisait 10 ans que je travaillais sur le thème. J'étais envahi aussi par une espèce de présence mystique. Alors, par exemple, les scènes dans le film où je pleure n'étaient pas prévues du tout. C'était une émotion qui m'a envahi au moment même de faire la scène.
C'était surtout quand je recevais des visites dans ma cellule, puis tout d'un coup, ces gens-là partaient et je restais seul. Et il y avait ça parce que après je me disais est-ce que ça c'est plus Mathias ou c'est plus Lou Hériel, mais j'ai décidé de conserver cela dans le film, mais voilà, donc on avait une grande liberté. La cellule était à peu près de la taille de ce studio, peut-être un peu plus petite. Donc, Enfin, c'est la question que je me posais, parce que je m'imaginais que les lieux étaient très, très restreints. Très restreints, mais on a réussi à ne pas répéter un plan pendant tout le film. Et il y a peut-être 70% du film qui se passe dans cette cellule. Mais ça certainement bien le film, parce qu'on voit l'enfermement. On sent, en fait, l'enfermement de Louis Riel. Puis, il y a un lieu pour moi qui est important, qui est majeur, c'est la fenêtre. Oui. Cette fenêtre qui est au centre, je veux dire, de la pièce, découpe constamment, je veux dire, l'espace, joue avec la lumière, vous en servez à la fois comme un regard sur l'extérieur et, dans le fait, nous pose aussi, nous, en tant que spectateurs, nous rappelle l'enfermement de Louis Riel. Donc, la disposition, je veux dire, du lieu, la composition du lieu était extrêmement importante pour vous. Et la présence du boulet, est-ce que c'est un fait d'histoire qu'on utilisait cet objet-là pour l'imiter? Parce qu'il peut avoir une fonction métaphorique assez évidente, mais c'est vraiment comme ça qu'on imitait les... Oui. Non, c'est la réalité. C'est la réalité, et même historiquement, il y a un officier de la Mountie qui fait remarquer à l'officier supérieur qui est responsable de la prison, il lui dit « Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire ?» Et alors il dit « Oui, c'est essentiel parce que bientôt vont arriver 50 prisonniers et on va les mettre dans les fers. Et en arrivant, ils verront que Louis Riel a le boulet au pied. » Oui, oui. L'image est très forte, effectivement. Oui, parce que même lorsqu'il est à l'extérieur, il y a toujours ce boulet. Oui, oui, il doit le porter. Il doit le porter. Et on sent le poids du passé qu'il porte dans ses mains. Mais c'est un portrait très précis sur cet individu avec beaucoup d'éléments émotifs, comme vous le signalez, mais de fait, c'est une façon de rouvrir l'histoire aussi, parce que on en sait tellement peu. Et la dimension prophétique de son discours, mais la réalité dans l'histoire de ce pays, aussi bien au Québec qu'au Canada. Au Québec, on a essayé de reprendre le personnage de Riel récemment dans des trucs de théâtre, de musique aussi, mais ça reste un personnage un peu abstrait, et là, il est très concret. On partage des émotions avec lui. Oui, écoutez, moi, ça m'a tellement surpris quand je me suis dit peut-être un film sur le réel peut être possible. J'ai été tellement surpris qu'il y a seulement un téléfilm de 1979. Oui, oui. Moi, je me disais, OK, ça va être le 10e film fait sur Louis Riel. Mais non, c'est à peine le 2e long métrage sur Louis Riel. Oui. Depuis le début de l'histoire du cinéma. C'est incroyable. Et Robert, ce que tu mentionnais pour moi est extrêmement important, parce que oui, c'est un personnage historique. Votre film s'appuie sur, comme on l'a mentionné tantôt, sur des écrits historiques, mais on sent chez vous une très grande volonté d'humaniser le personnage. Et parce que dès les premières lettres, il écrit à sa mère, il écrit à sa femme, la dimension familiale est importante, et ça nous permet, même si on connaît peu Louis Riel, même si vos choix esthétiques parfois sont radicaux, de vivre finalement la tragédie que subit Louis Riel. Oui, et je crois que tout spectateur peut s'identifier dans ce couloir de la mort, finalement. Mais on l'accompagne là jusqu'à la fin, mais d'une manière très douce. Il réussit à faire la paix avec la mort, et j'espère que ça aide le spectateur aussi à faire la paix avec sa propre mortalité. Et il y avait dans une entrevue, j'avais entendu, pour moi c'était vraiment intéressant parce que vous parliez du cinéma. Votre cinéma fait souvent référence à des auteurs que vous aimez.
Je me rappelle à Maurice Modernos, il y avait Wong Kar-wai. Je mentionnais à Robert que dans votre autoportrait, dans un stage d'été à la Fémis, Van der Koken, quand on parlait de Bresson. Donc pour vous, c'est important, je veux dire, d'avoir ce passé cinématographique là, qui est présent dans vos œuvres. Et dans ce film, pour moi, c'est comme un peu un hommage au cinéma, une certaine manière de faire du cinéma dans une perspective d'auteur. Hein? Et c'était une prémisse à votre travail, ou c'est les conditions de production qui vous ont obligé, je veux dire, à travailler de cette façon-là? C'est un peu un mix des deux, finalement. C'est une chose qui amène l'autre. Mais c'est un tournage que j'ai tellement aimé, cette liberté, je pense. Et pour terminer, parce que je cherchais mon idée avec où j'étais parti, oui. Mais dans une de vos entrevues, vous parliez toujours du cinéma, hein, de ces références-là. Vous m'aviez mentionné que pour vous, le cinéma est important parce que c'était un des derniers remparts à l'humanité. Que, je veux dire, en regardant un film, on pouvait humaniser des personnages. Et c'est ce qu'on ressent, je veux dire, avec votre film. Merci beaucoup. Oui, il y avait c'est encore une fois pour citer un autre cinéaste, il y a Bruno Dumont, je pense, qui disait que le cinéma est un des derniers lieux sacrés. Voilà, où on peut vraiment s'abstraire. Moi, j'adore aller au cinéma, vraiment voir des films à la maison. J'aime pas trop ça, parce qu'il y a trop de distractions dans un monde où on est tous conscients qu'on est distrait toutes les 5 secondes par nos téléphones, etc. Rentrer au cinéma, c'est vraiment un havre de paix, de concentration et d'humanité, comme vous dites. On est tous d'accord. Oui, oui. Puis, dans ce cas ici, je veux dire, Louis Riel, où le ciel touche la terre, il faut le voir absolument au cinéma. Il y a tellement un travail sur l'éclairage, là, je veux dire, que la télévision ne pourra jamais, je veux dire... Notamment au cinéma public, où il est à l'affiche pour quelques soirs. Oui. Et est-ce que le film va être vu à l'extérieur de Montréal aussi? Vous êtes déjà... Oui, là, on va d'abord commencer à Montréal. Donc, il y aura cinéma public, il y aura cinéma moderne, cinémathèque, cinéma Beaubien et cinéma du musée. Puis après, je pense qu'on ira à Québec, à Ottawa. Oui, parce qu'il y avait des ciné-rencontres quand j'avais noté, hein, au cinéma Beaubien, je pense le 28 juin, à 18h30, cinéma du musée le samedi, c'est le même jour, juin, à midi, cinéma public, et ainsi de suite. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant de voir, je veux dire, la relation que les Québécois ont avec Louis Riel. Hein, parce qu'effectivement, je pense que les gens qui ont à cœur tellement... le territoire, la patrie, ce qui était, je veux dire, le fait de Louis Riel, peuvent aussi, je veux dire, trouver un très bon plaisir à assister à votre projection et d'en discuter avec vous. Oui, je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde très, très intéressé par Louis Riel. Oui. Certaines formes de nationalisme qui va surgir à l'intérieur. Merci beaucoup, Mathias Meyer. Merci beaucoup à Jean Meyer, son père, pour cette histoire de famille. Merci beaucoup. On vous rappelle, bien sûr, que le film Louis Riel, où le ciel touche la terre, prend l'affiche dès le vendredi 27 juin, un peu partout en Montréal. Merci. Merci.